Bien le bonjour, jeune fou, et bienvenue sur la chaîne de Tetrachi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet mineur de l'histoire de l'humanité. Un simple détail qui aurait pu passer totalement inaperçu. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Il était pas censé être mort, lui? Ah, mais c'était complètement délirant, ce moustachu. Putain, il a l'air complètement taré. Attendez, mais à la base, c'est ma vidéo, je sais pas ce qu'il fout là. Je pense que je le mute, hein, on va couper, comme ça, voilà, on est plus tranquille, hein. Je pense que c'est tout de suite plus serein. Ok, vous avez compris, je pense qu'après une intro aussi subtile et efficace, vous avez compris que on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Oui, l'épisode d'aujourd'hui parlera de l'opération Lion de mer. Alors, si ça te dit rien, bah, j'ai envie de dire tant mieux, hein, comme ça tu regardes pas la vidéo pour rien. Et surtout, si elle est aussi peu connue, c'est parce qu'elle n'a jamais atteint sa phase finale. Et je pense plutôt que c'est une bonne chose. En gros, c'est la Némésis, l'opposé du très connu débarquement de Normandie, nom de code Overlord. Connu aussi sous l'appellation de le jour J ou D-Day. L'opération Lion de mer ou Unternehmen Seelöwe. pour les intimes, attendez, recommençons. Unternehmen Seelöwe. Et c'est un délire hein, ce nom. Unternehmen Seelöwe. C'est vraiment du miel pour les oreilles. Encore une dernière fois pour bien s'imprégner. Unternehmen Seelöwe. Même pas j'essaye de dire ça en rêve, même pas j'essaye. Le nom donc en allemand de cette fameuse opération Lion de mer a pour but d'envahir la Grande-Bretagne. Bien, avant d'aller plus loin, il est bon de notifier que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est complexe. Mais surtout, je tiens à relever un point que je considère comme très important. Elle a été sujet à énormément de propagande. Alors évidemment, en parlant de propagande, on pense directement au parti du moustachu. Et en disant cela, vous pensez peut-être au parti du second moustachu. Alors oui, je vais rien apprendre à personne, les nazis ont recouru de façon démesurée à ce recours. Et l'URSS n'a pas grand-chose à lui envier, hein. Mais, à une autre échelle, les Anglais, les Français, les Américains et évidemment tous les protagonistes de cette guerre ont fait recours à la propagande. En fait, avant même de rentrer en guerre, et c'est toujours le cas aujourd'hui, la nation en question va avoir recours à ce procédé pour créer l'ennemi en commun, se donner le bon rôle, motiver les troupes, se donner un but, et plein d'autres trucs aussi joyeux, voyez-vous. Là où je veux en venir, c'est qu'il est très difficile de réussir à avoir un point de vue sur la Seconde Guerre mondiale à cause de cela. On peut prendre l'exemple du général allemand Erwin Rommel, sans vouloir rabaisser ses compétences ou quoi que ce soit. Hein. C'est la propagande anglaise qui l'a mis sur un piédestal en lui donnant son surnom le renard du désert. Cela peut paraître étrange, mais les défaites consécutives des Anglais dans la première phase de la Seconde Guerre mondiale en France, mais surtout en Afrique du Nord face à Rommel, ont poussé l'État anglais à l'ériger comme général du génie, minimisant ainsi les défaites et glorifiant les victoires. Tout ça pour dire que, même dans le camp des Alliés, il faut faire la part des choses. Maintenant que ça s'est dit, revenons à... Unternehmen Seelöwe. C'est incroyable, je ne m'en lasse pas. Cette opération va se dérouler pendant ce qu'on appelle la période de la bataille d'Angleterre. Elle se déroule lorsque les Français sont défaits et que les Anglais se retrouvent seuls, ou presque, face à Hitler. Après avoir été défait en France et abandonné son allié via l'évacuation de Dunkerque, qui lui a permis de garder presque intacte son armée expéditionnaire, la Grande-Bretagne s'attend à une guerre sans merci. À juste titre, car même si Hitler espère, dans un premier temps, à une demande de paix des Anglais après les défaites écuisantes qu'il imposait à tous ses opposants, il se retrouve devant le fait accompli que, même seuls et isolés, les Anglais sont prêts à bien se foutre sur la gueule. Bien, l'invasion de la Grande-Bretagne est donc devenue inévitable. Problème. En 1940, la première puissance maritime se trouve être celle des Anglais, la Royal Navy. Et la marine allemande, la Kriegsmarine, n'est pas en mesure d'assurer un débarquement. Cela serait une débâcle totale assurée, un pur carnage. Pour avoir une chance de réaliser son projet donc, l'Allemagne nazie doit à tout prix gagner la suprématie aérienne afin d'appuyer la Kriegsmarine et de contrer la Royal Navy. La bataille d'Angleterre sera donc, dans un premier lieu, selon le plan allemand, une guerre aérienne.
La Luftwaffe, l'armée de l'air allemand, va donc attaquer des convois d'approvisionnement anglais pour obliger la RAF, l'armée de l'air anglaise, de venir les défendre et d'engager le combat. Mais cette stratégie sera un échec et sera très vite avortée par manque de résultats, bien que l'Allemagne compte aussi sur ses sous-marins pour détruire les convois pendant toute la guerre, ou presque. Et là commencent les choses sérieuses. Le nouvel objectif des Allemands va être de réduire à néant les capacités militaires de la RAF. Hermann Göring, le commandant de la Luftwaffe, un ancien héros de la Seconde Guerre mondiale, un as des as, pense pouvoir assurer la suprématie aérienne en un mois. Il surestime grandement la capacité de son armée après les succès déjà accomplis. Néanmoins, la Luftwaffe dispose de 2500 appareils contre 600 pour la RAF. Cependant, les Anglais disposent du légendaire Spitfire, qui surclasse largement les chasseurs allemands, ainsi qu'une avancée technologique, le radar. À cela s'ajoute l'avantage stratégique de se battre sur son propre territoire. Les pilotes abattus qui survivent peuvent directement remonter dans un avion, alors que ceux allemands sont emprisonnés. La formation des pilotes étant un problème sur le long terme. Le tout donnant évidemment bien plus de fil à retordre aux Allemands que prévu. La RAF se voit cependant acculée après un mois de combat. Ses aérodromes et usines de production presque entièrement détruits. Et là va se produire un détail qui va changer le cours de l'histoire. Pendant un raid, un bombardier allemand va dériver de son objectif, sûrement à cause du léger brouillard anglais, on va pas se mentir. Et là, il va bombarder Londres civile, au lieu d'une raffinerie, chose qui avait expressément été interdite par le Führer. Ne voulant ni se mettre à dos l'opinion publique mondiale, mais surtout espérant toujours une paix de la part des Anglais. Cet accident va ulcérer les Anglais et va amener à des représailles sur Berlin. Quelques bombes, un geste ridicule juste pour la forme, la RAF étant totalement incapable de mener une opération à grande envergure. Cependant, Hitler va devenir complètement fou. Il va dire, s'ils bombardent nos villes, nous raserons les leurs. Les objectifs de la Luftwaffe sont donc immédiatement modifiés, délaissant les objectifs militaires pour se concentrer sur les objectifs civils. Ce qui va nous amener à la dernière phase de la bataille d'Angleterre, le Blitz, qui aura pour conséquence de grosses pertes civiles autant matérielles que humaines. Mais cela permettra à la RAF de renaître de ses cendres. À partir de là, les pertes et la capacité à remplacer les appareils abattus vont gentiment s'inverser, progressivement pour finir à la faveur totale de la RAF, devenant un véritable gouffre financier pour le Troisième Reich, se voyant dans l'incapacité de produire plus d'appareils que ce qu'ils perdent, en plus des pilotes qui demandent un temps de formation excessif, compromettant dangereusement l'invasion de l'Angleterre. Mais ce qui va définitivement enterrer l'opération Lion de Mer, c'est la déclaration de guerre à son ennemi idéologique, l'URSS, en fin juin 1941, nom de code Barbarossa, qui fera très certainement aussi le sujet d'une prochaine vidéo, même si c'est une opération bien plus connue. À partir de là, le Troisième Reich n'aura plus jamais les ressources matérielles et humaines pour espérer ouvrir un nouveau front, bien que les bombardements sur la Grande-Bretagne continueront jusqu'à la fin de la guerre, via les armes secrètes du Troisième Reich. Ça fait un peu mystérieux, les armes secrètes du Troisième Reich. On en parlera dans une vidéo aussi, je pense. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous laisse liker et partager la vidéo si vous voulez soutenir mon travail et si ça vous a plu. C'était Tetrachier, Kiss Kiss, Love Life.